Ma vie sexuelle avec Laurence atteignait une curieuse intensité. Curieuse parce que je ne m'étais pas attendu à ce degré de trouble au premier jour de notre histoire. Les semaines passant, nous avions vaincu l'encombrant souci de trop bien faire. Nous nous jetions maintenant l'un sur l'autre avec un appétit étourdissant. C'était comme un besoin cruel, presque douloureux. La sage Laurence, que je trouvais belle et fine, mais dont le corps ne m'avait pas encore affolé, je la découvrais désirable, avec ses épaules menues, sa poitrine précise, ses fesses joliment cambrées quand je les soulevais par l'arrière, main plaquée sur son ventre. Ses lèvres délicates aussi, qu'elle disait ne pas aimer, mais que je trouvais, moi, d'une gentillesse bouleversante. Laurence se montrait somptueusement amoureuse du sexe, pas très bavarde sur le sujet, mais demandeuse, appliquée, et jouissant vite et jouissant fort, manifestement consciente de ce que ces formes pouvaient inspirer. Nous avions de franches parties de baise, sans longueur, sans langueur, taillées à la serpe, tendres mais franches, dominées par une sensation de travail bien fait, particulièrement efficace. C'était un visage nouveau que nous offrions dans ces moments-là. Le vertige m'attachait à cette fille, et je me surprenais à l'imaginer pousser plus loin la folie sexuelle. Je ne la soupçonnais pas vraiment, par exemple, de nourrir le fantasme d'avoir un deuxième homme dans son lit, mais j'étais à peu près sûr que si la situation se présentait, si les conditions se conjuguaient pour que surgisse l'objet du désir, alors Laurence se laisserait glisser sans scrupule, avec la feinte indifférence qui était souvent la sienne, vers la pleine réalisation des jolies idées qui planaient dans l'atmosphère. Je ne la supposais pas plus avide que la moyenne. Simplement, c'était avec une précision démoniaque que je croyais lire sur son visage, pendant le plaisir, la tentation de pousser plus loin nos pratiques. Qu'y aurait-il de si terrible à savoir que Laurence nourrissait de tels fantasmes, qu'elle avait même l'intention de les réaliser? J'étais moins angoissé par ces perspectives, cependant, que par l'innocence revendiquée de cette fille, ses protestations d'amour, son indignation devant ma jalousie. S'ignorait-elle à ce point? Parallèlement à la vie nocturne de Laurence, c'était avec un sentiment mêlé d'amusement et de peur que je découvrais sa vie de plein jour. Je constatais notamment chez elle un trait de caractère que j'avais d'abord défini comme de la résistance à la douleur, mais qui se révélait, les épreuves se succédant, un véritable renoncement à répondre aux attaques, et même une curieuse complicité avec ceux qui lui faisaient du mal. Le premier exemple m'en a été donné par l'agression perpétuelle qu'elle subissait sur le chemin du retour du travail. Son établissement se situant en banlieue nord, elle avait à traverser des places vides, des boulevards impersonnels. Des groupes d'hommes s'approchaient d'elle et l'entouraient, la bousculaient, la menaçaient de viol. Le premier jour, elle est revenue le visage fermé. Ce qu'elle m'a raconté m'a mis très en colère, et j'ai souffert pour elle qui m'avait l'air si brusqué. Pourtant, cette histoire-là s'est prolongée sans que Laurence trahisse la moindre agressivité. Elle subissait les affronts sans broncher, estimant peut-être qu'il n'y avait rien à répondre, ce que je pouvais comprendre. Je n'en étais pas moins surpris par ce fatalisme. La colère est une faiblesse, mais une faiblesse plutôt saine, et si j'ai d'abord été très admiratif de son courage et de sa force, je me suis vite demandé s'il n'y avait pas quelques conséquences à en attendre. Des ennuis de santé, par exemple, des répercussions sur notre vie de couple. Et si je pourrais supporter, moi, de vivre avec une personne refoulant à ce point ses rancœurs. J'avais envie d'aller frapper ces hommes-là, tout en ayant peur de faire très mauvaise figure en exprimant ce désir. Cet événement qui se répétait et s'étirait dans le temps n'a fait que renforcer le mouvement qui me portait vers d'autres filles. Les seules à m'intéresser devaient avoir vécu des choses terribles. J'appréciais celles qui parlaient de sujets graves, très graves. Mais celles qui se détachaient vraiment, les plus extraordinairement réjouissantes, étaient celles qui avaient déjà commis des tentatives de suicide. Je m'étonnais d'ailleurs que ces tentatives ne soient pas réparties de manière très logique parmi la population féminine. Certaines paraissaient accablées par un désespoir gratuit, d'autres, qui auraient eu de sérieuses raisons d'être attirées par la mort,
n'y pensais même pas. Toute première Suicide Girl, Doreen m'a contacté par mail sous prétexte de me poser des questions sur mon métier. J'étais un ami de son frère, et nous avons lié connaissance dans un café. J'ai tout de suite aimé son allure gracile, ses longs cheveux châtains, son visage pâle et comme éclairé par de grands yeux. Il y avait quelque chose de réjouissant dans l'attachement qu'elle paraissait éprouver pour moi, comme ancré dans de lointains souvenirs. Doreen s'est étonnée de me raconter tant de choses, elle si méfiante d'ordinaire, et bientôt elle m'a révélé le nœud véritable de son histoire, le viol qu'elle avait subi de la part d'un de ses frères, adolescente. Le plus effarant dans ce drame était le silence des proches, leur refus de voir l'évidence, et surtout l'absence de compassion. Doreen n'avait eu le courage d'en parler autour d'elle qu'une quinzaine d'années après les faits, et le noyau familial en avait beaucoup souffert. Les rapports s'étaient tendus, le deuxième frère était parti vivre en province. Le frère incriminé refusait d'admettre ses torts, et la mère elle-même en voulait à sa fille de s'acharner à parler de la chose. Doreen entamait une psychanalyse et sortait avec des garçons qui ne la valaient pas, des types peu recommandables, parfois violents, toujours fuyants et manipulateurs. Doreen m'a définitivement séduit lorsqu'elle m'a raconté ses tentatives de suicide. Je devais m'en tenir malgré tout à quelques rares détails précis, comme médicaments, cutter, flaques de sang. Le ton de conversation banale nous aimantait l'un à l'autre. Nous parlions avec le sourire, et Doreen m'a chaleureusement remercié de lui prêter attention. Je mettais enfin le doigt sur le type de parole dont j'avais besoin, étourdi par ce monde qui s'ouvrait à moi. Ces discours m'apaisaient. Je devais en entendre d'autres, beaucoup d'autres, plonger vers eux, glisser mon corps comme dans cette eau nouvelle. Combien me faudrait-il de ces filles ? Soulagé par ces perspectives nouvelles, je gagnais en assurance avec Laurence, et il a suffi que je lui reproche un jour de ne pas prêter attention à ma douleur pour qu'elle me pose des questions sur mon père. Cet effort de sa part contribuait sans doute à l'éloigner de moi, mais il relançait mon attachement. Pour la première fois, j'évoquais avec elle la question du suicide. Parler de mon père m'attristait cependant. Je n'arrivais pas à lui reprocher la dureté dont il avait fait preuve. Lui-même me l'avait dit quelques jours avant de mourir. J'ai été trop sévère avec toi. Le fait qu'il en prenne conscience, juste avant de lâcher prise, à l'instant même où, renonçant à tenir le mode de vie rigoureusement organisé qu'il s'était fixé, il se laissait envahir par des vagues de tendresse, me prouvait que cet amour était premier, qu'il avait formé la toile de fond de notre histoire. L'idée que son entreprise de 20 ans, cet effort constant pour donner à ses enfants l'éducation la plus exigeante, avait été perçue comme de la dureté, cette idée-là avait dû lui paraître si cruelle que je comprenais son désir d'en finir. Je me souvenais du malaise qui s'installait parmi nous lorsque je revenais à la maison le week-end. On ne pouvait pas prendre la parole sans être interrompu. Mon père embrayait sur un autre sujet, nous reprochait notre manière de nous tenir, telle obligation dont on ne s'était pas acquitté. Je n'aurais pas eu l'idée de protester, tant son propre malheur me frappait. Manifestement, il souffrait de la peine qu'il infligeait. Pourtant, il continuait à se comporter en homme omnipotent, absurdement maître de tout ce qui se passait. Cette paranoïa débouchait sur des réflexes de tyran pathétiques, vraiment pathétiques, dans le sens où tout se jouait sur des détails, et qu'aucune méchanceté ne s'exprimait dans ses remarques. Tout juste la peur de ne rien comprendre et de ne plus être aimé. L'épaisseur de ce malaise a joué plus tard dans le raisonnement qui m'a fait conclure à son suicide. L'emballement de sa névrose, la densification de son malheur se sont clos par cette mort brutale, et même s'il s'agit d'un accident, sans geste très décidé de sa part, je n'arrive pas à croire qu'au moment où la moto a basculé, il n'y ait eu chez lui le désir d'en finir. Je ne doute pas non plus que cela ait joué dans mon horreur instinctive pour les menues inimitiés de la vie quotidienne, les conflits larvés dans le couple. Toutes les ombres me font aujourd'hui l'effet d'être la mort elle-même. J'aimais pousser le raisonnement jusqu'à tenir le suicide de mon père pour un acte d'amour, un moyen de laisser respirer ceux qu'il aimait.
J'y avais longtemps vu de l'accablement, de la faiblesse, voire de la lâcheté, mais je le considérais maintenant comme un acte éthique. Il se serait supprimé au profit des autres, appliquant à lui-même la radicalité de certains principes dont il avait fait le socle de la vie familiale. Je penchais vers cette hypothèse, car nous avions tous fait notre petite révolution dans la famille. Cette perte, qui avait représenté pendant 10 ans comme un horizon, l'air que je respirais, la menace permanente du vertige et de l'accablement, cette perte, je l'apercevais aujourd'hui davantage comme un trou quelque part dans ma vie, trou parfaitement circonscrit, m'accompagnant partout où j'allais. Réserve de noirceur et de mystère. Je la voyais comme une flamme aussi, veillant constamment sur moi. Je me disais, il me reste à faire de ces intuitions le support d'une vie plus forte. Ce sont encore des choses vagues en moi, mais je sens que ce vide peut devenir une force. Prendre appui sur un vide, sur un feu même, pas évident. J'y travaille. Je n'arrête pas d'y travailler en fait. La pauvre Laurence écoutait mes envolées mystiques, et moi je la voyais chaque jour approfondir son masochisme. L'un de ses collègues, vieux briscard du syndicalisme, l'avait prise comme souffre-douleur et se moquait de son côté bourgeois, simple souci d'élégance, au point de la faire pleurer. Je détestais cet homme. Je me jurais d'aller lui casser la gueule, et, paniqué à l'idée que je mette mes menaces à exécution, Laurence refusait de me communiquer même son nom. Les choses ont évolué d'une manière comparable aux agressions dans la rue. Laurence n'a jamais eu le moindre mot contre cet homme, et s'en est même fait un ami. J'étais en porte-à-faux. Je regrettais d'avoir été agressif, et j'en voulais d'autant plus à cet homme que je n'avais plus le droit de lui faire de reproches. Persuadé maintenant qu'il s'agissait d'un manipulateur, et même d'un pervers, je m'interdisais d'en parler. J'en voulais à Laurence d'être aussi peu rancunière. Un sentiment de forte culpabilité s'est installé en moi. Cette fille merveilleuse, dont j'avais aimé dès la première heure la douceur et l'intelligence, qu'il était difficile de vivre avec elle. Je devais être bien malade pour rendre impossible une cohabitation si prometteuse. J'ai tout fait dès lors pour rencontrer de nouvelles filles. Lorsque Laurence passait une soirée chez des amis, je courais dans les bars, dessinant une constellation de puits de noirceur dans les quartiers animés. Le plus difficile était de rester suffisamment sobre pour ne pas faire honte à Laurence à mon retour, mais d'atteindre un état qui me permettrait d'aborder celle que je voulais. Je craignais de ne pas maîtriser les codes qui me permettraient de faire connaissance avec des Suicide Girls. Progressivement, j'ai mis au point le comportement adéquat. Je me plantais au comptoir d'un bar, sans craindre d'y passer des heures. C'est au cours d'une virée de ce genre que j'ai rencontré Seth, petite jeune femme au manteau de fourrure rose. Elle s'est présentée comme performeuse et modèle pour photographe SM. Elle avait un physique surprenant, un nez camus sur un visage épais, des seins pointus sur un corps large, mais elle parlait de ses activités avec une décontraction rieuse. En allant voir ses books sur Internet, je la découvrais encordée, cambrée, flashée, dans toutes les positions imaginables. Seth faisait une distinction très nette entre son travail de modèle et ses pratiques de sexualité nocturne. Nue devant les objectifs, cambrée, cuirée, lascive, le regard salope, elle n'arrivait à se donner complètement photographe que s'il gardait ses distances, totalement absorbé par son obsession de la belle photo. S'il éprouvait du désir, la qualité s'en ressentait. S'il se permettait de déraper, tout le travail était remis en cause. Seth se mettait en colère et congédiait l'importun, ou bien cédait à son tour. La relation basculait alors dans l'autre monde, celui de la sexualité franche, sans filtre, sans retenue, l'atroce sexualité dont elle peuplait ses nuits, la sexualité des clubs échangistes notamment, dans lesquels elle aimait sentir son corps pénétré, rempli, soulevé, littéralement disparu sous les coups de boutoir et la masse proliférante des autres corps. Le paradoxe était qu'elle s'oubliait dans les vagues de plaisir, et que chaque once du désir pressenti chez un autre rachetait une partie de cette chair dont elle n'était pas amoureuse. Son corps aimé, dévoré par les assauts virils, s'allégeait.
Quand les étreintes s'emballaient, il y avait un instant miraculeux, celui de l'éblouissement, celui de la pure conscience du mouvement et des fluides amoureux, dans lesquels le corps passait au second plan, parfaitement à sa place au sein d'une savante structure de force et de frottement. Miracle symétrique de celui de la photo, où le corps de Seth gagnait par son figement la beauté sidérante d'un pur objet. Sur les clichés, c'était une beauté plus précise que dans les clubs, tout aussi déréalisante, mais effrayante par le fait que Seth s'y reconnaissait trait pour trait. Je n'étais pas attiré par Seth, mais j'étais intrigué par la charge d'excitation contenue dans ce qu'elle vivait, une excitation beaucoup plus vaste que la simple excitation sexuelle, un principe de décrochage par rapport au quotidien. Les fantasmes de Seth n'étaient pas les miens, mais ces passages à l'acte avaient sur moi l'effet de véritables bombes existentielles. J'ai soigneusement noté ces références, persuadé d'avoir un jour recours à ces talents. J'ai disparu sous la douche en rentrant chez moi. L'eau chaude tardait et j'ai protesté, posant mon front contre les carreaux. Puis la chaleur a dégouliné de mes cheveux et je me suis frottée. Lorsque l'eau chaude s'est tarie, je suis sortie de la cabine. 20 minutes plus tard, j'y suis retournée. J'ai frotté plus encore et l'éponge a moussé davantage. J'ai vu mes avant-bras rougir et mes pieds trembler. La troisième fois, prise de panique à l'idée que l'eau soit à peine tiède, j'ai désespérément frotté. Ma peau commençait à brûler. Je n'atteignais plus les omoplates et je me suis fait mal à l'épaule. Je ne savais plus ce qu'il y avait à laver, mes bras s'engourdissaient. J'avais envie de pleurer. Que me restait-il à faire? La quatrième fois, résignée, je n'ai même pas pris l'éponge et j'ai laissé le peu de chaleur qui restait se déverser sur mon dos. J'aurais aimé que l'enveloppe de mon corps rétrécisse et même qu'elle fonde. Je vivais là quelque chose de voluptueux qui ressemblait au bonheur. L'intuition que je pouvais m'évaporer. Ma mère ne s'est aperçue de rien. J'ai pourtant continué pendant des semaines à prendre plusieurs douches par jour. Peut-être n'entendait-elle pas les écoulements. Je ne supporte pas l'idée de lui en vouloir. Après tout, je n'ai rien fait pour qu'elle devine. Je n'avais pas le droit de faire souffrir ma mère, d'autant qu'elle avait déjà quitté mon père pour me protéger moi. Je n'allais pas compliquer les choses avec un événement qui pouvait s'apparenter, si j'en croyais certaines réactions, à la simple provocation des premières règles. Le soir, je serrais fort mon oreiller, je pleurais, doucement, en priant pour que ma mère me pardonne et qu'elle efface en elle toute trace de ressentiment. Mon estomac se nouait à la seule pensée que nous soyons séparés. Plusieurs fois j'ai paniqué lorsqu'il s'agissait de choisir mes habits. Le comportement des garçons restait un mystère et je me méfiais des raisonnements trop simples. Figée devant les combinaisons possibles, j'avais peur qu'un vêtement innocent me précipite dans une nouvelle folie. Je me décidai, les yeux fermés, soulagement. J'en avais pas moins la peur au ventre. Aucun des mots que je me murmurais sur le chemin du collège ne m'aidait vraiment. Plus rien ne va se passer. Tu n'y es pour rien. De toute façon, c'est pas grand-chose. Tant qu'on ne te frappe pas trop,
Combien de filles ont déjà subi ça? T'as qu'à les ignorer. Le monde des filles m'était à jamais interdit. Je les enviais d'une certaine manière, mais je les trouvais ridicules. Je n'avais pas l'impression d'avoir leur âge. Elles hurlaient de rire à propos de garçons, se chamaillaient à cause d'une écharpe, pleuraient pour une mauvaise note. J'étais révoltée que les professeurs puissent sourire quand ils assistaient à leurs caprices. Je n'avais jamais minaudé, moi. Ce qu'elles méritaient toutes, c'est d'être violées. J'imaginais le déferlement d'une violence sans pitié dans les salles de classe. Pas d'échappatoire, pas de consolation. Pas même une seconde de répit dans ce qui devait être, pour elles, un flot continu de flammes jusque dans les recoins les plus secrets de leur corps. Ce genre de délire me mettait de bonne humeur. Bien sûr, ça ne m'aidait pas à nouer contact avec elles. La moindre de mes confidences les aurait effrayées. Mais il m'arrivait de sourire à l'une d'elles quand elle me fixait. Elle se dépêchait de tourner la tête. C'était un incroyable sentiment de supériorité qui devait se lire dans mon regard. Je ne m'étais jamais laissé faire, et ce n'était pas près de commencer. J'ai bien senti qu'ils allaient tout se permettre. Pas de sanctions, pas de mauvaise conscience. Pourquoi se priver? Je ne leur en voulais pas. J'avais une haine très pure pour eux, quelque chose de structurant, qui ne souffrait pas la discussion. Ces garçons-là étaient mes ennemis. Je n'avais qu'à le savoir. Il leur suffirait de savoir, eux, que je n'aurais pas de scrupule à leur crever un œil. Le deuxième coup est venu d'un garçon que je n'avais pas encore repéré. Qu'avait-il retenu des récits qu'on avait dû lui faire? Il me regardait étrangement ce jour-là, marchant à côté de moi dans la cour alors que les collégiens prenaient le chemin de la sortie. Il avait l'air de me trouver bizarre. On aurait même dit que je l'inquiétais. Je me suis éloignée du collège et il était toujours à mes côtés. Je l'ai même vu me prendre la main. Je n'en revenais pas. Nous sommes restés les yeux dans les yeux quelques secondes. D'une tête de plus que moi, il marchait plus vite, et je trébuchais pour le suivre. J'ai voulu bifurquer pour rejoindre l'appartement de ma mère, mais le garçon m'a tiré par le bras. Mille idées me traversaient la tête. Je ne savais plus comment agir. Nous sommes entrés dans l'arrière-cour d'un immeuble, longé par de nombreux garages. Il m'a lâché la main quelques secondes pour enlever l'une des portes. J'aurais pu saisir ma chance et courir. Mais j'ai préféré le suivre, crispé sur l'idée de ce que j'allais commettre. La porte s'est refermée sur nous, l'ombre s'est faite, et j'ai frappé du poing le plus fort possible, effleurant le torse du garçon. Puis je l'ai senti se diriger vers moi. C'est alors que ma tête a explosé. Je me suis ruée vers l'avant et j'ai frappé sans retenue. J'ai touché sa poitrine, et même si je me suis fait mal en atteignant son bassin, j'ai pu mieux viser les fois d'après. J'espérais l'assommer. Quand j'ai frappé l'entrejambe, il a crié, s'est plié sur le sol. Je me suis jetée vers l'arrière. Il soufflait et gémissait, mais je crois bien qu'il riait aussi. Il a fait quelques pas dans ma direction, puis renonçant à me chercher, il s'est dirigé vers la porte. J'ai fouillé dans les affaires. Je ne devais pas simplement le blesser, je devais le mettre hors d'état de nuire. Mais ne pas le tuer non plus. La paire de ciseaux ne l'arrêterait pas. Alors je me suis emparée d'un cric, et j'ai pensé à la seule chose que j'avais retenue du collège, c'est Achille, qui pouvait être abattu quand on le blessait au talon. Le garçon se tournait maintenant vers moi, bras écartés. Ses gestes approximatifs m'ont rappelé qu'il était aveuglé par le contraste de la lumière, et saisissant le cric par la partie fine,
J'ai pris mon plus grand élan possible et j'ai rabattu l'outil sur le côté de la cheville du garçon. Il a sursauté, s'est affaissé, tenant sa cheville et basculant vers l'arrière, le visage progressivement éclairé par la conscience de la douleur, une certaine horreur qui lui tirait les traits. Je l'ai bien regardé, surprise moi-même de le trouver si beau. J'aurais pu défoncer ses pommettes, détruire son visage. S'il avait frémi, peut-être. S'il avait esquissé le geste de se replier sur lui-même. J'ai pris la fuite en tenant l'arme contre mon ventre. Réfugié dans ma chambre, quelques minutes plus tard, je me suis enroulé dans la couette et j'ai mis l'oreiller sur ma tête. J'avais des larmes glacées et je rêvais de me contracter. J'étais épouvantée par ce que mon esprit venait de subir. Il avait craché des flammes, il avait éclaté de partout. Maintenant, je voulais qu'il se calme. Le garçon s'est attiré beaucoup de compassion quand il est revenu suivre les cours plâtrés. J'ai retrouvé dans son regard la même assurance que lorsqu'il m'avait pris la main. Pas de colère en lui, tout juste l'indifférence. Je n'arrivais plus à me concentrer. Quand un professeur m'interrogeait, je me contentais de souffler. Je souriais, guettant l'attention de mes voisins pour vérifier qu'ils s'amusaient. Je voulais prendre les choses à la légère, mais on me laissait pouffer toute seule. Certains jours, je n'étais pas mécontente de lâcher prise. Je traînais dans les couloirs, shootant dans les bouchons de stylo. Personne en vue. Je me sentais sûre de moi. Je ne voyais plus l'intérêt que les autres me parlent. Quant à ceux qui voudraient s'attaquer à moi, je les attendais de pied ferme. Je pouvais en casser des dents. Je pouvais en arracher des touffes. L'essentiel était que je puisse faire autant de mal que j'en subissais. Le problème, c'est que la simple apparition d'un garçon me brouillait les idées. J'évitais sa présence, je devenais nerveuse. La confrontation pouvait déraper. J'avais maintenant comme de grosses billes en métal en moi, jaillissant quand on les frôlait, menant leur vie séparément, déséquilibrant mon corps. Je ne me maîtrisais plus. Je regrettais certaines de mes colères et je me reprochais d'avoir été passive à d'autres occasions. J'ai failli me faire renvoyer plusieurs fois, par exemple. Le jour où je n'ai pas su répondre au prof et que j'ai bondi sur l'élève qui, 2 rangs devant, s'était moqué de moi. Je me suis levée d'un coup, bousculant la table, écartant les 2 élèves du rang qui nous séparaient. La fille n'a pas eu le temps de se retourner. Déjà, je tapais du pied contre le pied de sa chaise. Je me suis jetée sur elle quand elle est tombée, empoignant ses cheveux pour la frapper au visage. Je donnais des coups de mes doigts maigres et comme elle gigotait, je n'arrivais pas à lui faire mal. Les autres m'ont tiré par les épaules et je me suis laissé faire. Cette fille, ce n'était rien pour moi. Si facile de la mettre à terre et même de la tuer. Pourquoi perdre du temps à m'acharner sur elle? J'ai basculé sur les 2 garçons qui me tenaient et pendant qu'ils me serraient encore davantage pour me calmer, alors que d'autres s'empressaient d'aller chercher les surveillants, je me suis démenée contre des questions qui me submergeaient. Je suis restée tout l'après-midi dans le bureau du principal. Cette fille, je veux la détruire. Ce qui me fait mal, c'est que je voudrais partir d'ici, mais en même temps, je veux être là pour lui en foutre plein la gueule. Mademoiselle, n'aggravez pas votre cas. J'aimerais que vous compreniez que ce genre de débordement n'est pas admissible. Je vous explique là. Vous n'expliquerez rien du tout, vous déversez votre haine. Je vous écouterai quand vous aurez retrouvé votre calme. Je suis très calme. Je vous dis ce que je ressens.
Je pourrais tuer facilement cette fille, mais ce qui me domine, c'est... N'utilisez pas des mots si violents. L'heure d'après, je l'ai passée tranquillement dans le fond du bureau. Le principal remplissait de la paperasse en fumant sa pipe. Il prenait un air satisfait et levait parfois le regard vers moi, m'assénant une phrase à laquelle je ne savais pas répondre. Il faudrait que j'appelle votre mère. Je ne sais pas comment parler de certaines choses avec vous. Beaucoup de rumeurs circulent sur vous, mademoiselle. Je n'arrive pas à faire le tri. Peut-être pourriez-vous m'aider? Sa comédie ne prenait pas. Voulez-vous que je prévienne votre mère? C'est vous le principal. Ne soyez pas insolente. Pour votre question de tout à l'heure, la seule chose que je peux dire, c'est que tout ce qu'on dit sur moi est faux. Quelque chose doit bien être vrai là-dedans. Non, tout est faux. Je ne vous accuse de rien. Je vous demande de m'aider à y voir plus clair. Il n'y a rien à voir, monsieur. Les élèves sont sortis du collège et le principal a fait comme si je n'existais pas. Il a continué de passer des coups de fil. Je l'ai fixé méchamment. Son visage épais m'inspirait des choses contradictoires. J'en avais de la peine pour lui. Le pauvre allait bientôt mourir. Il devait avoir une femme aussi laide que lui. De plus, il ne comprenait rien au monde qui l'entourait. J'éprouvais aussi de la haine. Je m'enfonçais délicieusement dans le fond du siège en scrutant les moindres aspects du visage de cet homme. Cette moustache que je trouvais grotesque, ses lèvres trop sèches qui l'humidifiaient d'un coup de langue. Il avait le cran de s'exposer à mon regard, et cet incroyable acte de mépris m'autorisait à le détester. Je me voyais le dépecer, le faire disparaître par la seule force de ma pensée. Finalement, nous n'existions pas l'un pour l'autre. Ma mère est arrivée. Le principal a gardé son air satisfait. Et j'ai vraiment eu peur d'un complot sur le joli thème de... Nous savons ce qu'est sa vie. Protégeons-la contre elle-même. Heureusement, je n'ai pas senti qu'il se comprenait. J'ai simplement constaté la médiocrité de cet homme. Madame, je ne souhaite pas exercer de sanctions contre votre fille, mais sachez que les parents de la victime ne sont pas de cet avis. J'ai joint son père tout à l'heure. Il aimerait porter plainte. Je l'ai fortement dissuadé de le faire. Sa fille n'a pas subi de blessures et n'a pas gardé de séquelles, si on fait exception du choc. Ma mère a chaleureusement serré la main du principal. Je trouvais très étrange qu'elle me demande de changer. Je n'arrivais pas à lui en vouloir. Elle ne passait pas encore de l'autre côté de la barrière, celui des gens qui disparaissent de mon champ de vision. Ce que je ressentais pour elle se brouillait cependant. J'avais espéré que mon malheur puisse éclater au grand jour, et l'on venait de me faire comprendre que c'était impossible. Une de mes tantes était professeure au collège. Lorsqu'elle me croisait, elle faisait l'effort de s'arrêter et de me parler un peu. Je lui glissais d'un air désabusé 2 mots sur ma vie d'élève. Elle faisait semblant de s'extasier. J'en rajoutais. Si on peut appeler ça des camarades. De toute manière, je ne fais plus confiance à personne. Tu aimes les gens, toi? Ça me plaisait de lui jeter au visage ce genre de choses. Je sentais bien mon corps, dans ce cas-là. Je me balançais d'avant en arrière, je me tordais les mains. J'avais besoin de me dépenser. Cette femme n'arrivait pas à jouer son rôle d'adulte. Elle me contestait. Non, non, il faut pas dire ça. Oh là là, il faut que tu te fasses du bien. C'est terrible ce que tu dis. Au bout de la 3e fois, j'ai bien compris qu'elle était au courant. Elle souriait et me répétait que je pouvais venir la voir. L'atmosphère au collège devenait irrespirable. Mes notes s'effondraient. Les professeurs me mettaient à l'écart. Les filles ne perdaient même plus leur temps à me rabaisser. Elles avaient gagné la partie. Je préférais cette position. Je me retrouvais seule avec les garçons, ce qui me simplifiait la tâche.
Il n'y avait plus qu'eux dont je percevais l'existence. J'étais toujours aussi angoissée, mais je m'en tenais à quelques principes qui me permettaient de rester à flot, notamment mon préféré, lutter jusqu'à la mort. C'est à cette époque que j'ai découvert la masturbation. Sensation étrange. Je me dénudais et je découvrais l'ennemi. J'avais du mal à la regarder vraiment, mais je voulais faire naître en elle comme des points de plaisir. Il serait des passerelles entre elle et moi. Je trouvais beau ce corps qui se tordait sous les draps. Un éclair illuminait de part en part. Ensuite, il retombait dans un état d'apathie qui me le rendait complètement neutre. Je me sentais à nouveau menacée.